Donc le gouvernement souhaite répondre. Donc Monsieur Cahuzac a la parole. Merci Madame la Présidente. Après avoir écouté attentivement Monsieur le député Estrosi, je me demandais ce qu'il emportait dans son intervention de l'immense affection, le mot est faible, qu'il a pu porter et qu'il porte manifestement encore à l'ancien président de la République, ou de l'argumentation à l'égard de ce projet de loi de finances rectificative que le Parlement se doit d'examiner. Beaucoup d'arguments ou de supposés arguments ont été apportés par M. Estrosi. Je voudrais simplement lui faire remarquer qu'il a, avec parfois des temps d'éclipse, participé à un gouvernement qui, dans ces 5 dernières années, a pu faire une chose et son contraire, qu'il a voté au sein d'une majorité en faveur de dispositions pour ensuite les récuser. C'est donc lui-même, soit comme membre du gouvernement de l'époque, soit comme membre de la majorité passée, qui a donné l'exemple d'aller et venue, de stop and go, selon l'expression consacrée, bref, d'une pratique gouvernementale qui ne semblait pas traduire une réflexion forcément aboutie toujours et tout le temps. Dans mon intervention, j'ai indiqué ce qu'il en fut, par exemple, des mesures du paquet fiscal, la déductibilité des intérêts d'emprunt pour l'accession à la propriété. M. Estrosi l'a voté, puis a voté leur abrogation. Le bouclier fiscal, il l'a voté, défendu, puis il a décidé son abrogation. Je voudrais aussi rappeler à M. Estrosi, puisque ce débat autour de ce projet de loi de finances rectificative revient à faire à nouveau le bilan des 5 années passées, un bilan que, me semble-t-il, les Français ont pu faire eux aussi pendant la campagne électorale et qu'ils ont conclu dans un sens, donc je peux comprendre qu'il le regrette, même s'il admettra qu'il me réjouisse. Mais après tout, le seul maître que nous avons tous et que nous nous reconnaissons, c'est le suffrage universel. Et il me semble que le suffrage universel s'est exprimé de la manière la plus claire et la plus nette. L'amertume que je peux comprendre chez M. Estrosi, cette amertume est mauvaise conseillère. Elle amène à ne pas forcément faire preuve de la lucidité la plus élémentaire quand il s'agit de juger des mesures qu'un autre gouvernement que celui qu'il a pu soutenir se propose d'adopter. Il est vrai aussi que, faisant la défense du précédent président de la République, M. Estrosi a bien veillé à également justifier le bilan qu'il a pu avoir comme ministre de l'Industrie. En la matière, reconnaissons que la tâche qu'il avait à la tribune n'était pas simple, car M. Estrosi a été le ministre de l'Industrie avec les résultats que l'on sait. Un commerce extérieur qui, l'année dernière, a été déficitaire de près de 70 milliards d'euros, un record absolument historique, un déficit jamais connu, un déficit qui, d'une certaine manière, était la conséquence d'une politique industrielle, celle qu'il avait menée, et dont manifestement elle ne produisait pas les effets qu'il pouvait espérer, car je ne doute pas de la sincérité qui fut la sienne quand il était ministre de l'Industrie, même si en retour, j'aimerais qu'il accepte ce que furent ces résultats-là, un pays qui s'est appauvri, car être déficitaire en termes de commerce extérieur à ce niveau-là, c'est nous appauvrir, un pays qui a perdu sa substance industrielle, monsieur le ministre. C'est quand même sous votre autorité que notre pays a perdu des centaines de milliers d'emplois industriels. Sous votre autorité, monsieur Estrosi. C'est sous votre autorité que la valeur ajoutée produite par l'industrie s'est effondrée dans la valeur ajoutée produite dans ce pays. L'Allemagne a, je crois, une production de richesse due à son industrie qui représente plus de 20% de sa richesse produite. C'est sous votre autorité qu'en France, cette richesse déjà inférieure à celle que l'Allemagne connaissait s'est encore effondrée. Nous sommes à moins de 13%. Nous avons une richesse industrielle en France qui, rapportée à la richesse nationale produite, est même inférieure à ce que la Grande-Bretagne peut connaître, une Grande-Bretagne que le président de la République, adulé par M. Sarkozy, citait pour la stigmatiser en indiquant que c'était un pays qui n'avait plus d'industrie. Eh bien, en France, le bilan du gouvernement passé auquel participait M. Estrosi, ce bilan-là, est bien celui que je décris, une industrie qui s'est effondrée, un commerce extérieur particulièrement déficitaire et des emplois industriels, hélas, supprimés par centaines de milliers. Nous avons appris, en écoutant M. Estrosi à l'instant, qu'au moment où des centaines de milliers d'emplois industriels étaient détruits, M. Estrosi convoquait
les patrons de l'industrie et que ceux-ci déféraient à cette convocation. Peut-être aurait-il fallu faire davantage que contacter, je parle à l'ensemble de la représentation nationale, Monsieur Estrosi. Monsieur Estrosi, il faudrait peut-être vous calmer un tout petit peu. Nous sommes ici à l'Assemblée nationale. J'ignore comment vous conduisez vos débats au Conseil municipal de Nice, mais en règle générale, une certaine dignité tente de prévaloir dans les débats. Il me semble que vous avez eu largement la parole. Vous tentez de la reprendre à nouveau. Et je m'exprime en parlant de vous, en m'adressant à l'ensemble de la représentation nationale. Ne vous en déplaise, il se trouve que mes amis sont plus nombreux que les vôtres, parce que les Français en ont décidé ainsi. Enfin, Monsieur Estrosi, je vais vous le dire les yeux dans les yeux, puisqu'après tout, vous souhaitez qu'il en soit ainsi, en demandant à mes amis politiques de bien vouloir me pardonner de leur tourner le dos à cette occasion, mais je vous l'assure, c'est temporaire. Monsieur Estrosi, vous venez d'évoquer longuement à cette tribune l'évolution du pouvoir d'achat. Il est vrai que c'est un sujet auquel je comprends que vous soyez sensible. En 2007, le président que vous chérissez au-delà de toute raison, ce président avait été élu sur la promesse d'une augmentation du pouvoir d'achat. Vous-même avez fait partie d'un gouvernement qui avait fait du pouvoir d'achat l'alpha et l'oméga de sa politique. Monsieur Estrosi, dans la majorité qui vous soutenait et à laquelle vous avez participé quand vous n'étiez pas au gouvernement, puisque vous avez fait quelques allers et retours au demeurant difficilement compréhensibles, que vous soyez donc membre du gouvernement ou membre de la majorité, c'est-à-dire parlementaire, vous avez donc adopté des mesures dont la conclusion en termes de pouvoir d'achat ressortent clairement des documents budgétaires que vous avez sûrement dû consulter. L'avant-dernier et le dernier trimestre de l'année 2011 et le premier trimestre de l'année 2012 se sont conclus par des reculs du pouvoir d'achat par unité de consommation. Vous avez été, Monsieur Estrosi, à la fois comme membre du gouvernement et comme parlementaire de la majorité, à l'initiative ou l'acteur de dispositions qui non seulement n'ont pas augmenté le pouvoir d'achat des Français, mais vous êtes directement responsable, notamment par la politique industrielle que vous avez menée, d'une diminution du pouvoir d'achat par unité de consommation, c'est-à-dire le seul critère valable dès lors qu'il s'agit d'apprécier le pouvoir d'achat, le seul critère valable, vous en conviendrez avec moi, reconnu et comme tel par l'ancien président de la République, car c'était lui qui, quand il était passé au ministère de l'économie et des finances, avait souhaité que ce soit ce paramètre qui juge du pouvoir d'achat et non pas l'évolution du pouvoir d'achat brut. Et donc, au regard même des critères que vous avez privilégiés, votre politique s'est conclue au bout de 5 ans par un échec terrible. Le pouvoir d'achat des Français a reculé et je crois que cette situation que tous les Français ont pu constater, cette situation ne fut pas pour rien dans l'échec que collectivement vous avez connu et que manifestement vous avez un tout petit peu de mal à assumer. Un mot pour terminer, Madame la Présidente, en comptant un peu sur votre indulgence. Monsieur Estrosi, vous permettez que je m'adresse à nouveau à l'ensemble de vos collègues. Monsieur Estrosi a évoqué la règle d'or. La règle d'or, c'est un peu le sujet qui permet à certains membres de l'opposition aujourd'hui, de la majorité hier, de s'exonérer de certaines de ses responsabilités. Mais de quelle règle d'or parlez-vous, Monsieur Estrosi? Vous semblez regretter que la règle d'or que, membre du gouvernement, vous avez assumée en la proposant au Parlement, vous semblez regretter que cette règle d'or-là n'ait pas été adoptée. Mais l'opposition a eu raison à l'époque de la refuser. Car cette adoption n'aurait servi à rien. Comme membre du gouvernement, vous avez proposé une règle d'or qui n'a rigoureusement rien à voir, mais alors rien, avec celle que pourrait envisager le nouveau traité européen. Vous le savez d'ailleurs probablement, et donc vous jouez de cette formidable confusion qui consiste à vouloir faire croire que nous accepterions, le cas échéant, des règles de finances publiques inspirées à des principes de bonne gestion, après avoir refusé ces principes de bonne gestion quand c'était vous qui les proposez, la différence étant que ces principes, l'année dernière, et ceux que peut-être le Parlement aurait à examiner, n'ont rigoureusement rien à voir les uns avec les autres, puis ceux que éventuellement nous examinerions évoquent la notion de solde structurel, ce que vous vous gardiez bien de faire, faute de savoir d'ailleurs le définir. Donc cessons donc, au moins pour la clarté des débats dans cette enceinte, cessons donc de faire semblant de croire que la règle d'or qui nous est sans cesse rappelée, car ayant dû être, selon les parlementaires aujourd'hui de l'opposition, ayant dû être adoptée l'année dernière, cessons de faire semblant de croire que cette règle d'or serait celle que peut-être nous examinerions. Cela n'a rigoureusement rien à voir et les textes le démontreront à l'envi. Vous regrettez la suppression du conseiller territorial, j'ignore si tel sera le cas, mais en toute hypothèse, je ne crois pas, je fais ça de mémoire, et le cas échéant, les textes trancheront entre nous. Mais je ne crois pas que ce soit la Cour des comptes qui ait proposé la suppression du conseiller territorial ou son adoption. Honnêtement, ce n'est pas son rôle. Le rôle de la Cour des comptes est d'apprécier les politiques publiques, d'en apprécier également leur coût,
La Cour des comptes n'est pas là pour se substituer ni au pouvoir exécutif, ni au pouvoir législatif. Au moins là-dessus, peut-être pourrons-nous tomber d'accord. Le conseiller territorial émané de la commission dite Balladur. Vous avez le droit de défendre la commission Balladur et l'apport que l'ancien Premier ministre de la France a pu avoir au progrès de nos institutions, aux politiques menées. C'est votre droit. Vous avez le droit de regretter M. Balladur comme vous regrettez amèrement Nicolas Sarkozy. D'autres ne partagent pas ces regrets-là. Mais puisqu'il s'agit de rendre à César ce qui appartient à César, convenez qu'il n'est pas choquant que cette majorité veuille revenir sur une disposition qu'elle a combattue quand vous l'avez présentée et dont elle avait dit que majoritaire, elle reviendrait dessus. Nous pouvons avoir un désaccord, mais certainement pas de surprise. Quant à la prime à la casse que vous avez abordée, là je dois dire avoir très mal compris vos propos, car je me demande si ce n'est pas vous, comme ministre de l'Industrie, qui dans un premier temps l'avait fait adopter dans le cadre du plan de relance et qui dans un deuxième temps, toujours comme ministre de l'Industrie, l'avait supprimé. Cette prime à la casse n'existe plus. Vous semblez accuser l'actuel gouvernement et le cas échéant la majorité qui le soutient de devoir revenir sur la prime à la casse. Il se trouve, monsieur le ministre, que c'est vous, probablement comme ministre, qui en avez demandé la suppression au Parlement. Je me permets de vous rafraîchir la mémoire. Il y aurait beaucoup de sujets qui m'autoriseraient à le faire, mais j'aurais pour cela besoin du même temps de parole que vous. Et comme vous, je courrai donc le risque de lasser mon auditoire. Quoi qu'il en soit, je ne souhaite évidemment pas, au nom du gouvernement, que cette motion de rejet soit adoptée. Je conteste l'analyse en inconstitutionnalité qui a été faite par M. Estrosi, qui, si j'entends bien mon oreille droite, me conseille de travailler, au moins sur le plan juridique. Peut-être pourrais-je vous renvoyer le compliment, monsieur le député. Vous affirmez que des dispositions sont inconstitutionnelles. Je crains que ce ne soit vous, monsieur le ministre, qui n'ayez pas assez travaillé, non seulement pour votre intervention, mais même les 5 années passées.